dans la lumière tamisée du crépuscule, lorsque les longues ombres des arbres de perche commençaient à s'étendre dans les ruelles étroites, Paris s'éveillait comme toujours. Mais pour Antoine et Sophie, 2 étudiants, cette journée ne ressemblait à aucune autre. Des difficultés financières, telles une ombre, les suivaient, les obligeant à chercher toute opportunité de gagner de l'argent. Le loyer d'un modeste appartement, les frais de scolarité, les maigres repas, tout cela demandait de l'argent, et ils en manquaient cruellement. Et puis, une annonce, trouvée dans un journal usé, fit naître l'espoir. Un emploi de nounou pour le week-end, avec une généreuse rémunération, dans une maison isolée, perdue au cœur même du Perche. Le Perche, c'est le cœur de la France, le bastion des vieilles traditions, où le temps s'écoule lentement et où les secrets se gardent pendant des siècles. C'est une contrée où le silence des champs n'est troublé que par le bruissement du vent et le cri lointain des oiseaux. Ici, parmi les collines recouvertes d'un vert émeraude et les petits villages, semblables à des jouets, la vie s'écoulait paisiblement, comme au fil d'une rivière tranquille. Antoine et Sophie, jeunes et pleins d'enthousiasme, voyaient dans cet emploi une chance de sortir de l'étau de la misère. Ils aspiraient à l'aventure, rêvaient d'une nouvelle vie, sans se douter que ce qui les attendait n'était pas seulement une maison, mais un piège. Le piège, sous son manteau de silence et de tranquillité, dissimulait des mystères destinés à bouleverser leur vie. Ils s'étaient lancés dans ce voyage à bord d'un train grinçant, usé par le temps, comme s'ils rechignaient à parcourir chaque kilomètre. Par la fenêtre, défilaient des tableaux dignes des plus grands maîtres, des collines verdoyantes parsemées de fermes anciennes et des forêts dont les cimes semblaient receler des secrets séculaires. L'atmosphère, au fil des minutes, gagnait en inquiétude. Le soleil, rasant l'horizon, peignait le ciel de teintes pourpres, annonciatrices d'événements sombres. Finalement, le train s'arrêta dans une gare minuscule et abandonnée. Un homme grand et maigre, qui se révéla plus tard être Monsieur Lefebvre, l'un de leurs employeurs, les attendait. Son visage était sillonné de rides profondes, et son regard semblait glisser sans s'attarder sur rien, comme s'il n'avait rien à observer. Il hocha la tête en signe de bienvenue, et son mutisme semblait se répandre autour d'eux, instillant une vague inquiétude. Sans prononcer un mot, Lefebvre les conduisit vers une vieille automobile qui avait dû voir toutes les guerres et traverser, sans doute, plusieurs époques. La voiture, tout comme son propriétaire, recelait des secrets, comme si elle avait été conçue pour les préserver. Le chemin menant à la demeure s'avéra long, un ruban sinueux serpentant à travers des forêts denses et des chemins de campagne déserts. Plus il s'enfonçait dans le Perche, plus l'environnement devenait étrange et angoissant. L'air, lourd, saturé de l'odeur de l'humidité et de la pourriture, pénétrait les poumons. Il semblait que même les arbres, dont les branches s'entrelaçaient au-dessus de leur tête, observaient leur progression avec inquiétude. Finalement, dans une éclaircie entre les arbres, surgit la maison, comme venue de nulle part. Elle se dressait au sommet d'une colline, tel un gardien colossal, scrutant attentivement les mystères du Perche, immense, sombre, avec ses hauts toits pointus et ses nombreuses fenêtres étroites, semblables à des fentes. Elle semblait tout droit sortie des pages d'un vieux roman gothique. Son architecture même murmurait des secrets,
et des énigmes. Le jardin envahi, qui entourait la maison, semblait complètement abandonné, et sa nature sauvage ne faisait qu'accroître la sensation générale de noirceur et d'abandon du lieu. Lorsqu'ils sortirent de la voiture, Antoine fut soudainement pris d'une étrange et pesante prémonition, comme s'ils étaient tombés dans un piège. Le cœur s'emballa et des frissons parcoururent ma peau. Sophie, elle, était pleine d'enthousiasme et d'optimisme, voyant en cela une aventure, l'opportunité de s'immerger dans l'inconnu. Monsieur Lefebvre ouvrit la massive porte de chêne qui, après avoir gémi de toutes ses forces, les laissa passer avec réticence dans un sombre et frais hall. À l'intérieur de la demeure, la pénombre régnait. Partout, des objets d'antiquité, de vieilles statuettes et des portraits d'inconnus, dont les yeux semblaient suivre attentivement chacun de leurs pas. Les murs étaient ornés de peintures, peintes par des artistes inconnus. Et tout cela créait une atmosphère oppressante d'ancienneté et de mystère. L'air froid, comme le souffle glacial de l'hiver, les enveloppait, les transperçant jusqu'aux os. Un silence pesant régnait, rompu seulement par le tic-tac régulier d'une vieille horloge, qui semblait compter le temps, non pour eux, mais pour quelqu'un d'autre. À l'entrée, Madame Lefebvre les attendait, l'exact opposé de son mari. Si lui était imposant et sévère, elle apparut devant eux comme une femme fragile, telle une statuette de porcelaine, élégante, avec une peau pâle, comme la lumière de la lune, et des yeux perçants, semblables à deux émeraudes. Elle leur adressa un sourire accueillant, mais dans ce sourire, il y avait une étrange fatalité, comme si elle connaissait quelque chose que les autres ignoraient. Elle les guida à travers la maison, glissant avec élégance sur le parquet poli, et leur montra la chambre qui leur était réservée. Ensuite, Madame Lefebvre leur présenta les enfants. Alain et Marie, deux créatures silencieuses et obéissantes, avec des visages pâles et de grands yeux sombres, semblables à des gouffres, qui suivaient chacun de leurs mouvements avec une intense attention. Madame Lefebvre, une femme de petite taille aux traits fins et aux cheveux grisonnants, leur expliqua que les enfants se couchaient tôt et qu'il ne fallait en aucun cas les déranger. La chose la plus importante à retenir, chanta Madame Lefebvre d'une voix douce comme un souffle de vent, est que, dans aucune circonstance, vous ne devriez monter à l'étage une fois les enfants endormis. C'est d'une importance vitale. La journée se déroula sans encombre, comme si elle était huilée. Alain et Marie se comportèrent avec calme et obéissance, comme de petits anges. Ils jouaient à des jeux paisibles, dessinaient avec passion sur du papier. Et vers le soir, fatigués de leur jeu, s'endormirent dans leur chambre, s'immergeant dans le monde des rêves. Antoine et Sophie passèrent la soirée confortablement installés dans le salon, absorbés par la lecture de livres, essayant de ne pas prêter attention à l'atmosphère pesante qui, avec l'obscurité, enveloppait de plus en plus la vieille maison, comme une toile d'araignée tissée de peur et de pressentiment. Mais dès que la nuit drapa la maison de son obscurité de velours, des choses étranges commencèrent à s'y produire. Tout d'abord, le grincement silencieux des planchers brisa le silence nocturne, comme des pas invisibles glissant silencieusement à l'étage supérieur. Puis, un chuchotement à peine audible parvint des chambres d'enfants, faisant geler le sang dans les veines. Antoine et Sophie s'échangèrent un regard. Des frissons parcoururent leur dos, comme des doigts glacés touchant leur peau. Madame Lefebvre, une vieille femme sage,
les avait avertis de ne pas monter à l'étage. Mais la curiosité, mêlée à une inquiétude croissante, l'emporta sur le bon sens. Surmontant la peur, ils décidèrent de monter, marchant prudemment sur les marches grinçantes, chacune d'elles semblant présager quelque chose d'horrible. La maison était plongée dans l'obscurité, et seule la lumière de la lune, pénétrant par les fenêtres étroites, dessinait des ombres étranges, dansant sur les murs et transformant des objets familiers en silhouettes effrayantes. Le chuchotement, comme un sifflement de serpent, devenait de plus en plus fort, emplissant le couloir sombre de son terrifiant. La porte de la chambre d'Alain était à peine entr'ouverte, laissant échapper un rire étouffé qui se transforma peu à peu en un grognement bestial, glaçant le sang. Sophie, rassemblant tout son courage et surmontant une peur paralysante, poussa délicatement la porte, dont le grincement sembla résonner à des kilomètres à la ronde. Ce qui se dévoila à leurs yeux les terrifia. La pièce était plongée dans la pénombre, mais la faible lueur de la lune, filtrant par la fenêtre, permit de distinguer un spectacle horrible. Alain était assis sur le lit. Ses yeux brillants d'une manière contre nature semblaient luire dans l'obscurité, et son visage se tordait dans un sourire sinistre et diabolique. À côté de lui, comme une poupée brisée, Marie était figée. Son corps était contorsionné dans une pose contre nature, et son visage semblait d'une pâleur mortelle. 6 yeux, vides et dépourvus de vie, fixaient le vide, figeant les cœurs. Il semblait que dans la pièce, en plus d'eux, d'autres forces invisibles et maléfiques étaient présentes. Elles observaient Antoine et Sophie sans les quitter des yeux. Soudain, Alain brisa le silence, sa voix basculant dans un murmure rauque. « Vous n'auriez pas dû venir ici. » À cet instant précis, Marie donna des signes de vie. Ses membres craquèrent, comme si de vieilles marionnettes de bois s'animaient. Elle tourna lentement la tête, et Antoine réalisa avec horreur à quel point son visage avait changé. La peau s'était tendue, les pommettes s'étaient affûtées, et ses dents s'étaient transformées en crocs acérés de prédateurs. Sophie cria, mais son cri s'évanouit instantanément dans le silence pesant de la maison. Antoine tenta de lui saisir la main pour échapper à ce cauchemar, mais Marie les avait déjà atteints. Elle enfonça ses longs doigts griffus dans sa chair, et Antoine sentit une douleur aiguë traverser tout son corps. Il essaya de résister, mais ses forces le quittèrent brusquement. Épuisé, il s'effondra sur le sol froid, sentant tout autour de lui s'enfoncer rapidement dans les ténèbres, engloutissant sa conscience. Sophie, abasourdie par la tragédie qui se déroulait, recula vers la porte. Comme si elle cherchait le salut dans la fuite, elle tenta de s'échapper de sa prison, mais Alain lui barra le passage, lui coupant la seule issue. Son visage se tordit dans une grimace effrayante, presque bestiale, et ses yeux, semblant briller d'une flamme infernale, révélaient sa folie. « Vous ne partirez jamais d'ici, » murmura-t-il, et dans ces mots résonnait une menace imprégnée d'une certitude mortelle. Sophie tenta de crier, mais le cri resta bloqué dans sa gorge, paralysée par la peur. Elle sentit le contact de quelque chose de froid et de gluant sur sa nuque. Se retournant brusquement, Sophie vit Marie. Le visage de celle-ci était déformé par une proximité terrifiante. Dans la pénombre, comme des reflets de la lune, brillèrent des dents acérées et prédatrices, prêtes à s'enfoncer dans la chair. Soudain, des profondeurs de la maison,
un cri perçant déchira le silence. C'est Madame Lefèvre qui criait. Sophie, saisissant l'instant de confusion, se dégagea d'un coup sec de l'étreinte glaciale de Marie. Sans hésiter, elle dévala l'escalier de bois grinçant, son cœur battant la chamade. À mi-chemin, elle tomba sur Monsieur Lefèvre. Il se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, son visage figé comme un masque. Sa face, déformée par la sueur, exprimait la folie, et ses yeux brillaient d'une fièvre brûlante. Dans sa main, il serrait avec une poigne de mort un vieux couteau de chasse, dont la lame scintillait faiblement dans la pénombre. « Ils l'ont prise !» cria-t-il, sa voix étranglée par un hoquet. « Ils ont pris ma femme !» Furieux, il fit un pas vers Sophie, mais elle réussit à reculer. En un instant, elle s'échappa de la maison, n'osant pas se retourner, pas une seule seconde. Elle courut, ne sentant pas le sol sous ses pieds, à travers les buissons épineux, trébuchant sur les racines des arbres. Elle courut jusqu'à ce qu'elle s'effondrât, épuisée, sur le bord d'une route poussiéreuse. Quand elle reprit conscience, le matin était là. Le soleil brillait vivement, éclairant les rues de Paris. Mais dans l'âme de Sophie régnait une nuit éternelle. Elle était revenue dans la ville lumière, mais une peur gluante, rongeant de l'intérieur, s'était installée dans son cœur. Elle tenta d'effacer de sa mémoire ce qui s'était passé, de verrouiller les souvenirs dans un sombre placard. Mais les cauchemars, comme une volée d'oiseaux de proie, la tourmentaient chaque nuit, ne lui laissant aucun répit. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais revenir à sa vie insouciante d'avant, à ces jours où le rire sonnait sincère et où seules des perspectives joyeuses se profilaient. Mais le plus terrible était encore à venir, tapis dans l'ombre, attendant son heure. Quelques semaines plus tard, lorsque les feuilles d'automne, emportées par le vent, tourbillonnaient en une danse sur les boulevards parisiens, Sophie reçut une lettre. C'était de Madame Lefèvre, une femme dont le nom, autrefois, évoquait de plaisantes associations, mais désormais n'inspirait qu'une horreur glaciale. La lettre annonçait qu'Alain et Marie, ainsi que tous leurs enfants, revenaient inlassablement. C'était une malédiction, un sort dont nul ne pouvait réchapper, et il l'attendait. Sophie froissa la lettre et la jeta au feu, mais la terreur glaciale ne la quitta pas. Elle savait qu'un jour, ils viendraient la chercher. Elle sentait leur présence, ses regards froids et perçants, leur chuchotement résonnant dans l'obscurité. Chaque nuit, elle sursautait au moindre bruit, au moindre grincement des planchers. Peut-être quelques mois s'écoulèrent avant que Sophie ne se résigne presque à son terrible destin. Elle voyait déjà leur visage pâle dans ses rêves, entendait leur voix l'appeler. Et puis, une nuit, alors qu'elle était presque désespérée, on frappa à la porte. Elle savait qui était là, et à cet instant, le monde cessa d'exister pour elle. La porte s'ouvrit avec un grincement, révélant dans l'embrasure Alain et Marie. Ils étaient exactement comme elle les avait vus ce jour funeste, dans la maison abandonnée. Leurs yeux, tels deux charbons ardents venus des enfers, brillaient d'une flamme infernale, et leurs visages étaient déformés par des sourires sinistres et contre nature, dévoilant des dents blanches et acérées. « Nous sommes venus te chercher », murmura Alain, sa voix glaciale comme son regard. Sophie tenta de pousser un cri,
mais il resta coincé dans sa gorge, se transformant en un spasme silencieux. Elle sentit quelque chose de froid et d'humide toucher son cou, comme le contact d'une peau de serpent. La peur la paralysa, entravant ses mouvements. Sophie se retourna lentement et vit Marie, son visage rongé par la folie, terriblement proche, à quelques centimètres du sien. 6 dents acérées scintillèrent dans la pénombre, comme des lames polies, prêtes à se planter dans sa chair à tout instant. Puis, comme sur commande, un silence pesant s'installa, troublé seulement par le souffle à peine audible. Les années passèrent. Bien des années plus tard, à l'emplacement de l'ancienne maison à moitié délabrée de pêche, une nouvelle s'élevait. Elle avait été construite à l'identique de la précédente, comme l'ombre du passé, mais de nouvelles personnes y vivaient. Un jeune couple, Alain et Marie, élevait 2 enfants. Le garçon s'appelait Alain et la fille, Marie. Ils étaient des créatures calmes et obéissantes, au visage pâle et aux grands yeux sombres, semblables à ceux des oiseaux de nuit, observant attentivement le monde qui les entourait. À Paris, dans un petit appartement où autrefois vivait Sophie, habitait maintenant une autre jeune fille, totalement étrangère au passé de ce lieu. Elle se sentait complètement seule, et la vacuité de son porte-monnaie lui rappelait les difficultés financières. Un soir, elle tomba sur une annonce proposant un emploi de nounou pour le week-end. On lui avait promis une généreuse récompense pour garder un enfant dans une demeure isolée, perdue au cœur de Perche. Sans hésiter, elle fit ses bagages et prit la route, ignorant tout de ceux qui l'attendaient. Mais cette histoire lui réservait un autre rebondissement, inattendu. Revenons à Antoine. Contre toute attente, il n'était pas mort dans cette maison énigmatique. Marie ne lui avait infligé qu'une blessure, mais n'avait pas réussi à l'anéantir. Après la fuite de Sophie, il s'était réveillé dans une cave humide où il était séquestré. Monsieur Lefebvre, anéanti, n'était plus que l'ombre de lui-même. Il était persuadé qu'Antoine était désormais l'un d'eux. Il nourrissait le prisonnier, prenait soin de lui, mais dans les yeux d'Antoine, comme dans un miroir trouble, se reflétait toujours une terreur muette. Antoine passa de longues années en captivité, comme enchaîné à l'éternité. Il vit défiler les saisons. L'hiver laissait place au printemps, le printemps à l'été, et l'été à l'automne, recommençant sans cesse. Il observa la vieille maison se couvrir d'une épaisse mousse émeraude, comme pour se cacher des regards. Il assista à l'arrivée de nouvelles victimes, dont les yeux, emplis de peur, lui rappelaient son propre sort. Il entendait des chuchotements sortis des ténèbres et apercevait les visages déformés et menaçants des enfants, semblant le fixer. Il sentait un souffle glacial lui brûler la peau, pénétrant jusqu'à ses os. Il tenta d'échapper à ce cauchemar, de fuir, mais toutes ses tentatives se brisaient contre un mur infranchissable. Lefebvre était toujours vigilant, et les enfants, toujours présents, telle une ombre le poursuivant. Un jour, alors qu'Antoine était au bord du désespoir, que l'espoir l'avait abandonné, une nouvelle famille emménagea dans la maison. Un jeune couple, plein de vie, avec 2 jeunes enfants, Alain et Marie. Antoine les observait, les voyait entrer et sortir, rire et se réjouir, ignorant l'obscurité qui se cachait dans les murs de la maison. Il savait qu'ils étaient condamnés, que leur destin était déjà scellé. Alors, il prit une décision désespérée.
Il avait longuement mûri un plan d'évasion. En examinant chaque détail, il avait recueilli des informations parcimonieusement, étudiant attentivement les habitudes de Lefebvre, traquant les itinéraires de S et Protégé. La nuit, se faufilant dans les ombres, il analysait chaque pas, chaque détail. Et puis, une nuit, l'heure de sa dernière et décisive tentative arriva, quand un silence de mort enveloppa la maison, endormant tous ses habitants. Il sortit silencieusement de la cave humide et froide. Avançant avec prudence, tel une ombre, il se faufilait dans les couloirs sombres et sinueux, en essayant de ne pas tomber sur Lefebvre ou ses petits prisonniers. Chaque planche grinçante, chaque bruit lui faisait battre le cœur avec anxiété. Il était presque arrivé, à 2 pas de la porte salvatrice qui menait à la liberté. Il l'avait ouverte et s'était précipité dans la forêt nocturne. Les ombres dansaient à la lueur de la lune, et l'air glacial lui brûlait les poumons. Il courut sans se soucier du chemin, sentant la terre se dérober sous ses pieds, jusqu'à ce qu'il tombe, épuisé. 6 jambes refusaient de lui obéir, et l'obscurité envahissait sa vue. Lorsqu'il revint à lui, il comprit qu'il était loin de chez lui, dans un lieu totalement inconnu. Autour de lui, des silhouettes sombres d'arbres se dressaient, bruissant de leurs branches. Il était seul. La solitude le transperçait, mais en même temps, il ressentit une étrange liberté, la liberté, enfin, de quelque chose qui le pesait, qui opprimait son âme. Mais il savait que ce n'était pas la fin, loin de là. Il savait que la malédiction de Perch le hanterait toute sa vie. Une ombre planant sur lui, lui rappelant ce qui s'était passé. Il savait qu'un jour, il viendrait le chercher. L'appréhension de l'inévitable flottait dans l'air, comme un nuage lourd au-dessus de sa tête. Antoine était retourné à Paris, mais son âme était envahie d'une peur éternelle. Installé en lui comme un parasite étranger, il tenta d'effacer de sa mémoire ce qui s'était produit durant ces jours fatidiques, d'effacer les images horribles de sa conscience. Mais les cauchemars le tourmentaient chaque nuit, le tirant de son sommeil avec des cris et de la sueur froide. Il savait qu'il ne retrouverait jamais sa vie insouciante d'avant, que désormais, chaque jour serait marqué du sceau de la tragédie. Il cherchait Sophie, son aimée, mais tous ses efforts furent vains. Où qu'il essaie de la trouver, ses recherches restaient infructueuses. Il savait qu'elle, comme lui, était condamnée à cette torture éternelle. Et voilà, après de longues années, alors qu'il s'était presque résigné à son sort, on frappa à sa porte. Il comprit immédiatement qui était derrière. Il l'ouvrit brusquement et ils apparurent devant lui. Alain et Marie. Ils avaient exactement le même aspect que ce jour de cauchemar, dans cette maudite demeure. Leurs yeux, semblables à des charbons ardents des enfers, scintillaient dans la pénombre, et leurs visages étaient déformés par des sourires sinistres et exagérés. « Nous sommes venus te chercher », murmura Alain, sa voix rauque, comme s'il n'avait pas prononcé un mot depuis longtemps. Antoine tenta de sortir de sa stupeur, de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Seule une horreur silencieuse le paralysa. Il sentit quelque chose de froid et d'humide effleurer sa nuque. Il se retourna, et devant lui, à quelques centimètres,
apparut le visage de Marie. C'était terriblement proche, déformé par une rage bestiale. Dans la pénombre, ses dents acérées comme des rasoirs brillèrent, prêtes à s'enfoncer dans sa chair. Mais cette fois, tout devait être différent. À l'instant précis où les crocs de Marie effleurèrent sa nuque, un craquement brutal traversa la pièce, comme une vieille corde tendue qui se brise. Puis, tout sombra dans une obscurité impénétrable et suffocante. Ce n'est qu'après plusieurs longues secondes, qui semblèrent durer une éternité, que la lumière revint illuminer la pièce, mais il n'y avait plus personne. Alain, Marie et, plus étrange encore, Antoine avaient disparu, tous les trois. Seule la porte, non verrouillée, demeurait. C'est à cet instant précis qu'Antoine comprit la véritable nature de l'horreur qui le saisissait. Il n'était plus une victime. Non, il faisait désormais partie de la malédiction, l'un d'eux. La maison de Perche, à laquelle il avait tant pensé ces derniers temps, n'était en réalité pas une maison. C'était une véritable fabrique, produisant sans pitié de nouveaux enfants. Et lui, Antoine, était l'un de ceux qui y fournissaient de nouvelles âmes. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine et une peur gluante s'installer dans sa poitrine. Son esprit s'emballait fébrilement, essayant de comprendre la vérité qui venait de lui être révélée. Combien étaient-ils, ces enfants? Des centaines? Des milliers? Et combien, au juste, Antoine avait-il sacrifié à ce monstre? Les pensées s'embrouillaient, le cerveau bourdonnait, et tout vacillait devant ses yeux. Il se tenait là, pétrifié, fixant la porte sombre, béante dans la nuit, et comprenait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il était le guide, attirant les nouveaux venus dans des pièges tendus. Il était un rouage dans une machine sinistre, au service des forces obscures. Désormais, il était libre, si l'on peut dire. Libre des entraves physiques, des liens qui enchaînaient ses mouvements. Mais la malédiction de Percha, tel un spectre, était toujours là, restant à jamais avec lui. La prise de conscience le saisit avec une clarté glaciale. Sa mission n'était pas terminée. Il devait trouver de nouveaux voyageurs imprudents, les attirer dans un piège mortel et transmettre la malédiction, les condamnant à des souffrances éternelles. Il quitta l'appartement, s'immergeant dans les bras de la ville nocturne. 6 pas résonnaient dans le silence, et il savait que la quête devait continuer. L'assurance qu'il ne trouverait jamais le repos s'était installée dans son cœur. À présent, en lisant ces lignes, vous supposez sans doute que tout est fini, que ce n'est qu'un conte effrayant, un fantôme tissé de mots. Mais n'oubliez pas la vieille annonce qui propose un emploi de nounou à Perche, toujours affiché. Si vous y répondez, peut-être serez-vous un jour destiné à vous retrouver entre les murs de cette demeure. Vous aussi ferez partie de cette malédiction, liée à jamais à ces murs. Et, qui sait, peut-être, à cette même seconde, Antoine est-il déjà quelque part non loin, dissimulé dans l'ombre, en attente, observateur, prêt à surgir des ténèbres. Il vous attend pour vous emmener dans son monde d'éternel oubli,